Auditeurs, auditrices de Victoire FM, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Retro 7 de ce samedi 6 novembre 2021. Rendez-vous hebdomadaire qui vous permet de revivre l'actualité de la semaine écoulée tant sur le plan national et international. Avec un point de mire, l'entretien avec ou deux invités. Nous avons ce samedi 6 novembre deux invités de la dynamique Monseigneur Kodro. Il s'agit de Madame Brigitte Kafu Adjamago Johnson, la coordinatrice générale de ce regroupement de partis politiques, et le porte-parole Nabouja Bouraïma. Les sujets seront au menu de cette aventure d'1h30. On parlera de la grève des enseignants avec les conséquences. Plus de 1000 directeurs d'école renvoyés à la craie, la déclaration des biens et avoirs. Éminemment, c'est bientôt avec Madame le médiateur de la République qui va donner le ton plus tard le 24 janvier prochain, sans oublier la rentrée politique de la dynamique Monseigneur Kodro avec d'autres orientations à donner à la lutte et d'autres sujets seront aussi au menu de cette aventure d'information. Au micro, je suis Gildas Diakoto, à la technique c'est Haïté Messan, la réalisation vidéo et c'est avec Hervé Essai. On marque la pause et on revient pour le débat. Rétro 7. Rétro 7, c'est le condensé de l'actualité de la semaine. Rétro 7, c'est la revue de presse. C'est aussi le décryptage, l'analyse des principaux événements de la semaine avec un ou plusieurs invités. Rétro 7, c'est tous les samedis de 10h à 11h30 sur Victoire FM. Une présentation de Dela Agbo. Rétro 7, un rendez-vous hebdomadaire à ne manquer sous aucun prétexte. Nous sommes en plein pied dans cette émission. On va recevoir nos invités avec Madame Brigitte Kafu Adjamago Johnson, qui est la coordinatrice générale de la DMK, la dynamique Monseigneur Kodro. Madame Adjamago, bonjour. Bonjour et bonjour à mes compatriotes qui nous écoutent en ce moment sur Victoire FM, la radio que nous aimons tous. Comment vous allez, la DMK? Je vais bien. La DMK se porte bien et reste déterminée à mener le combat difficile dans lequel nous sommes engagés. On l'a annoncé au début, lui c'est un acteur de la société civile, Nabouja Bouraïma, membre du Front citoyen Togo Debout, puis de l'Espérance de Père Afonio, également membre porte-parole, actuel nouveau porte-parole de la dynamique Monseigneur Kodro. Il est enseignant de formation. Nabouja Bouraïma, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je rends grâce à Dieu. Je voudrais profiter à partir de cette antenne pour vous dire infiniment merci pour le travail formidable que vous abattez quand nous savons les conditions difficiles auxquelles vous faites face et par ricochet tous les Togolais. Je voudrais également remercier tout l'écosystème de la DMK et je profite encore une fois aussi remercier la grande sœur Adjamago, même si elle est devant moi. Je n'oublie pas Monseigneur Faniko Kodro, son excellence Agweme Kodjo, toute la diaspora togolaise de par le monde qui se bat pour les meilleures conditions de vie des Togolais. Et je n'oublie pas les militants et sympathisants de la DMK et tous les Togolais déterminés pour ouvrir une nouvelle page de notre histoire. L'histoire du Togo. On a appris, Madame Adjamago, très tôt, le jeudi dernier matin, l'interpellation à Khedianawe, l'un des quartiers de Lomé, de Jean-Paul Oumoulou, activiste membre de la dynamique Monseigneur Kodro, en vacances à Lomé. Les agents du service central de recherche et d'investigation criminelle, SCRIC, vont écouter son séjour. Kidnapping, enlèvement, arrestation musclée. La DMK ne manque pas de mots pour qualifier l'acte avant de demander sa libération. C'est à travers un communiqué à date du 4 novembre dernier. Madame Adjamago, que s'est-il réellement passé ce jeudi très tôt à Khedianawe avec Jean-Paul Oumoulou? Mais merci beaucoup. Je dois dire d'abord que c'est avec une très grande surprise et une vive indignation que nous avons appris la nouvelle de l'enlèvement. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont.
de l'enlèvement de notre camarade de lutte, Jean-Paul Omolou, dont on connaît la détermination. C'est un jeune qui s'est engagé dans cette lutte depuis plusieurs décennies déjà et qui n'a jamais baissé les bras. Il a déjà fait les geôles de ce système-là. Et cela ne l'a pas empêché pour autant de continuer à se battre. Je fais observer que c'est un citoyen togolais qui a le droit, tout en étant dans la diaspora, de revenir chez lui. Alors, nous ne le connaissons pas comme quelqu'un de violent. Nous savons qu'il est vraiment déterminé. Nous savons qu'il prend position régulièrement sur la situation du Togo. Et honnêtement, nous ne comprenons pas que si on a quelque chose contre lui, quelque chose à lui reprocher, qu'on ne lui envoie pas une convocation pour qu'il se présente. Au lieu de cela, on se prépare, on va l'enlever comme quelqu'un de très dangereux et on le violente. On violente les personnes qui sont dans la maison où il se trouvait et on le cagoule. Quand même, nous sommes choqués, nous sommes indignés, comme tous les Togolais. Et nous espérons vraiment, puisque les auditions ont commencé depuis hier après-midi et vont se poursuivre ce matin parce que nous suivons vraiment le processus qui est en cours et nous espérons. Est-ce que vous avez une idée sur les raisons de son arrestation, Mme Diamagbo? Aucune idée. Aucune idée. On s'interroge, c'est ce que je dis. Est-ce qu'on voudrait lui reprocher son engagement pour son pays? On voudrait lui reprocher de critiquer le régime en place, que tout le monde, que la majorité des Togolais combattent. Les Togolais veulent être gouvernés par une équipe dont ils sentent que les membres ont à cœur de répondre à leurs intérêts, de s'occuper vraiment d'eux, de créer un environnement pour qu'ils puissent s'épanouir. Les Togolais ne veulent pas être gouvernés dans la peur comme ce régime le revendique et dans la terreur. Alors, on ne peut pas reprocher à un citoyen de se battre pour un meilleur avenir. Monsieur Naboudia, vous êtes le porte-parole de la DMK avec la situation, l'arrestation de Jean-Paul Omolou. On l'a dit, jusque-là, vous ne connaissez pas les raisons de cette arrestation, mais dans un communiqué en date du 4 novembre dernier, vous demandez purement, simplement sa libération. Oui, je voudrais d'abord revenir sur ce que chacun de nous a eu à apprendre à travers les réseaux sociaux. Oui. Ce fut terrifiant, choquant, surprenant d'apprendre qu'un Togolais dans la diaspora qui décide, après tant d'années à l'extérieur, revenir dans son pays, vivre la chaleur familiale avec ses parents, ses proches, et subitement nous apprenons qu'il a été... Ce n'est pas une arrestation, c'est du braquage d'abord, suivi d'un enlèvement, d'un honnête citoyen. S'il vous plaît, soyons sérieux et trouvons les mots justes pour condamner ce qui s'est passé. Monsieur Omolou n'a rien fait de mal pour être traité de la sorte. Tout Togolais digne de ce nom, partout où il est, partout où il se trouve, a le droit de revenir au Togo quand il veut et comme il veut. Monsieur Omolou n'est pas un terroriste. Monsieur Naboudia, Monsieur Omolou, pour certains, il est reconnu sur les réseaux sociaux comme quelqu'un qui s'attaque même aux leaders de l'opposition.
du parti au pouvoir à travers des mensonges grossiers, des diffamations gratuites, des calomnies, des coups bas. Ces interventions sur les réseaux sociaux, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut lui aussi coûter cette arrestation? Ok, supposons que ce que vous dites est vérifié. Est-ce que d'abord c'est de cette manière on peut l'arrêter? Il y a vice de procédure, s'il vous plaît. Dans un État qui se dit démocratique, si on reproche quelque chose à un individu, il y a des méthodes par lesquelles on puisse le convoquer à travers une convocation digne de ce nom. Et il répond. S'il refusait au prime abord d'aller répondre à cette convocation, ils peuvent utiliser ces méthodes musclées. Monsieur Omolo n'a pas attaqué les leaders des partis politiques. Chez nous, on le dit souvent, quand on te dit de bien t'asseoir, ce n'est pas une insulte. Monsieur Omolo ne peut pas être dans la diaspora en Suisse, voir comment le pays se développe, comment on gouverne un État, et se taire sur cette gestion catastrophique de notre pays. Permettez-moi de donner cet exemple. Le jour que j'ai eu la chance d'aller en Allemagne, la première des choses, quand j'ai mis pied à leur aéroport, je me suis dit, si je n'étais pas un opposant face à ce régime, j'aurais trahi ma raison, j'aurais trahi ma dignité. Un Togolais normal, qui se retrouve dans la diaspora et qui continue de cautionner cette dictature, c'est qu'il a trahi sa raison, c'est qu'il a trahi sa dignité. Monsieur Omolo n'est pas un enfant dans cet engagement. 2005, il a fait la prison. Et aujourd'hui, les mêmes choses se reproduisent contre lui. Le régime RPT Uni a raté une occasion. Si nous, on était à leur place, Omolo devait passer, quel qu'en soit ce qu'on lui reproche. Il vient au Togo, il passe tout son temps, il retourne comme si rien n'y était. C'est-à-dire, c'est le régime qui fait des héros. C'est le régime qui fait des héros. Des publicités gratuites. Ils font des publicités. Ils n'avaient pas besoin d'arrêter Omolo. C'est-à-dire, c'est eux qui font la propagande, qui sont en train d'accroître cette crise, cette tension dont nous n'avons pas besoin. Omolo n'a pas sa place encore une seule seconde au SCRIC. Ce n'est pas un criminel. Si on arrête Omolo, un individu à cause de ses idées, de ses opinions, de ses choix, qu'est-ce qu'on fera des criminels des incendies des marchés? Qu'est-ce qu'on fera des criminels de ceux qui détournent les fonds en plein jour? S'il vous plaît, Omolo n'a pas sa place, tout comme tous les détenus politiques. Le Togo traverse une grave crise. On n'a plus besoin d'ajouter du feu sur l'huile, de l'huile sur le feu. Nous n'avons plus besoin de ça. Il faut passer par des solutions durables. Voilà ce que je pouvais dire pour le moment. Ok. Madame, entre-temps, on a aussi appris que toutes les visites lui ont été refusées. En dehors de sa sœur qui lui a apporté son repas, aucune visite n'a été autorisée, que la situation s'est normalisée. Oui, dans une certaine mesure, puisqu'on a fini par autoriser son avocat. Oui. De toute façon, je ne voyais pas comment on pouvait l'auditionner sans la présence de son avocat. Et donc, à ce jour, l'avocat est autorisé à se rendre au SCRIC, ainsi que sa sœur qui lui apporte ses repas. Est-ce que vous-même, vous avez fait déjà un tour au SCRIC pour le voir? Mais on a une organisation, Oui. et donc ne vous en faites pas. Nous avons des gens qui suivent ce qui se passe. Au-delà de ce communiqué, Madame Adiamabou, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour demander sa libération? À part les avocats, les communiqués, est-ce que vous avez d'autres Qu'est-ce qu'on doit faire? Je suis d'abord heureuse de constater que cet acte-là qui a été posé a soulevé un tollé. Et je ne peux pas vous dire le nombre d'acteurs, d'organisations de la société civile et aussi de partis politiques, puisque nous avons condamné nous-mêmes, qui condamnent et qui exigent qu'il soit libéré. Je crois que ce que nous devons faire, c'est continuer à faire entendre notre voix, continuer à faire comprendre au régime que nous ne voulons plus que ce genre de choses se passe au Togo. Nous n'en voulons plus. C'était vraiment un acte de trop. Dans un contexte où je pourrais, si je voulais, vous énumérer les situations de violation
de droits de l'homme qui sont pendantes et qui préoccupent. Mais j'ai l'impression que tout se passe comme si il y avait un esprit d'auto-sabotage de ce régime-là qui finalement contribue à créer une situation qui, si on n'y prend pas garde, risquerait de conduire à une explosion. Et nous ne voulons pas de ça. Oui. Donc, quand on est responsable, on ne peut pas gouverner un pays comme ça et poser des actes qui ne font que révolter les gouvernés. Regardez la situation qui est créée dans l'éducation en ce moment. On va en parler. On va en parler. Monsieur Donc, il faut, comment dirais-je, il ne faut pas transiger sur ce principe-là que nous voulons que les droits humains des Togolais soient respectés. Et donc, nous le disons et nous avons saisi les organisations de défense des droits de l'homme qui se sont saisies de ce dossier-là au niveau international. Vous savez que nous sommes membres aussi du comité de libération des détenus qui avait été créé à l'époque où moi-même et Gérard Djossou, nous avions été arrêtés. Donc je peux vous dire que sans beaucoup de bruit, ce comité est à l'œuvre et travaille. Faisons d'abord ça, mais si on veut nous obliger à aller plus loin, on ira plus loin. C'est-à-dire... C'est tout. Parce que nous sommes dans un contexte où il y a déjà plus d'une centaine de détenus qui sont dans des conditions physiques qui font qu'on craint déjà pour leur vie. Et nous demandons, nous ne ratons aucune occasion pour demander leur libération. Les partenaires du Togo demandent leur libération. Alors, au lieu de réfléchir à comment poser cet acte-là qui va contribuer à apaiser les Togolais, on en rajoute. On en rajoute. On rajoute de l'huile sur le feu. Je ne sais vraiment pas où on nous mène. Monsieur Naboudia, aujourd'hui, c'est au niveau de la société civile togolaise, quelle organisation faites-vous? Parce qu'à part Oumoulou, il y a d'autres prisonniers, Paul Missiak Betol, Jimo et autres aujourd'hui qui sont en détention. Quelle action menez-vous au niveau de la société civile togolaise pour exiger leur libération? Oui, d'abord, avant de répondre à cette question, permettez-moi de faire une petite digression par rapport au cas spécifique de M. Oumoulou, qui est un élément de la diaspora. Ce qui est surprenant. Et personne ne peut comprendre quelle est l'intention qui anime ceux qui sont derrière ces actes isolés. Ça voudrait dire que le régime aujourd'hui a décidé qu'il y a deux catégories de diaspora. Une diaspora qui peut rentrer calmement au Togo si elle ne se mêle pas dans la crise, c'est-à-dire si elle n'est pas contre, elle ne donne pas sa position par rapport à la gestion de l'État. C'est-à-dire tu décides de ne pas critiquer le régime, alors là, tu peux descendre calmement au Togo. Mais quand tu décides de dire que non, voilà comment l'État devait être géré, je ne suis pas d'accord avec le système, je souhaiterais que le Togo soit bien gouverné, alors là, tu n'as plus le droit d'arriver au Togo. Dans ton pays, les gens sont devenus des apatrides. Quand je vois parfois des gens sur les réseaux sociaux qui ont tendance à prêter des intentions à notre frère qui est en train de souffrir, s'il vous plaît, c'est que les gens ont compris. À qui le tour? Parce on ne peut pas refuser à un individu de penser, de se prononcer sur la gestion de son État. La politique, c'est l'affaire de tout le monde. Affaire, gestion de la cité. Ça concerne tout le monde. Et je ne trouve pas normal qu'un homme se retrouve en Europe et qu'on lui refuse de se prononcer sur la gestion de son État. Quand nous savons que la plupart de ceux qui sont aujourd'hui en Europe, à plus de 90% veulent revenir au Togo. Autrement dit, souhaiteraient vivre mieux dans leur propre pays. Mais on reproche quoi à Oumoulou? On reproche quoi à Aziz Gomez?
Goma, ils sont nombreux. Je fais allusion à nos frères de la diaspora qui se retrouvent aujourd'hui dans ces conditions. Mais par rapport à la société civile, s'il vous plaît, la tâche est difficile, mais elle n'est pas impossible. Quand il y a la foi, quand il y a la détermination. La société civile togolaise, qu'on le veuille ou pas, elle doit faire plus d'efforts pour accroître la pression de part et d'autre. Pour cette raison, s'il vous plaît, par rapport au comité de libération des détenus, je profite de saluer leurs efforts. Je salue leurs efforts. Avec la collecte des fonds, le soutien à ces détenus, l'État qui a emprisonné des innocents n'est pas capable de soigner ces détenus. Comment vous comprenez ça? Le cas aberrant de mon collègue qui, après 40 jours de sa libération, a fini par mourir. Yakoubou, hein, ce grand monsieur que je respecte, un collègue, un doyen, qui est mort gratuitement à cause de ses idées, à cause de ses opinions. Pour cette raison, s'il vous plaît, la société civile ne ménage aucun effort pour que nous puissions dire que enough is enough. Et dans les jours à venir, je ne voudrais pas anticiper les choses. Si ça continue comme la grande sœur Adiamago l'a bien dit, nous n'avons pas voulu que ça crée encore d'autres situations déjà désagréables parce que le Togo est déjà embêté sur tous les plans. On a voulu faire recours à la raison pour résoudre durablement nos problèmes. Mais, des fois, comme on le dit si bien, aux grands mots, les grands remèdes. La société civile, et en collaboration avec les partis qui défendent la dignité humaine, dans les jours à venir, nous serons obligés, et comme la Constitution nous l'autorise, de faire la voie de la rue. Merci. On va évoquer la rentrée politique de la DMK. C'était le 27 octobre dernier. Une rentrée politique effectuée avec plusieurs sujets au menu. Madame Adiamago, une rentrée avec de nouveaux défis. Vous avez dit que vous voulez intensifier des actions diplomatiques et aussi mobiliser plus de stratégies de communication pour conquérir des Togolais qui sont dans les tréfonds du Togo. Oui, mais avant de venir à ce sujet, permettez-moi de dire quelque chose. Quand j'écoutais Nabouja parler et que je voyais tout ce à quoi nous sommes confrontés, je me dis, au fond, ce régime a des comportements véritablement de prédateurs. C'est-à-dire que on détruit non seulement les ressources financières, les ressources naturelles qui auraient servi à construire ce pays, à permettre aux Togolais de mieux vivre. Mais je constate, et c'est très grave, qu'on veut détruire, on détruit aussi les ressources humaines. On détruit les ressources humaines. C'est des gens de valeur dont on aurait pu attendre une contribution pour construire un pays où il fait vraiment bon vivre, un pays qui réponde à sa vocation d'or de l'humanité. Mais aujourd'hui, voyez où nous en sommes. C'est dommage. Je ne sais pas si le régime se rend compte de ce qu'il fait. Je ne sais pas. Est-ce qu'on pense qu'on peut gouverner aujourd'hui au XXIe siècle? Vous pouvez gouverner durablement dans la terreur. Vous voulez détruire tout le pays? Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible. Même les moutons finiront à un moment donné et par réagir. Et c'est là que nous allons tous nous retrouver dans une situation préjudiciable pour tous. Donc de grâce, c'est une prière que je leur fais à ces hommes et à ces femmes qui sont censés être à des postes de responsabilité où leur rôle, leur premier rôle devrait être de protéger le Togo, de protéger les citoyens. Je pense qu'il est temps. Il est temps pour eux de se ressaisir. Maintenant, pour arriver à la conférence de presse de la dernière fois, qui consacrait la rentrée politique
de la DMK, oui, nous avons senti la nécessité, après avoir pris un temps au cours duquel nous ne nous sommes pas prononcés sur un certain nombre de sujets pourtant préoccupants pour les Togolais. Un temps que nous avons utilisé cependant pour poursuivre nos actions diplomatiques, nos actions qui permettront d'attirer l'attention du monde entier sur ce qui se passe au Togo, le gâchis énorme qui est en cours dans notre pays. Nous l'avons fait, mais pour nous, c'était important de retourner à nos concitoyens et de nous prononcer sur des sujets qui relèvent de la situation politique, de la situation économique dans laquelle se trouve le Togo, et notamment de la mauvaise gouvernance. Il y a une gouvernance, il faut le dire, véritablement catastrophique sur le plan économique, les questions sociales, et ça a un lien. C'est ça qui a créé la situation de crise sociale dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, où beaucoup de Togolais n'ont pas de quoi manger décemment, n'ont pas de quoi se soigner, n'ont pas de quoi envoyer leurs élèves à l'école. Et ce qui est grave, ce qui est dramatique, c'est que le régime feint de trouver des solutions aux conditions misérables de vie des Togolais, mais ce n'est que du bluff. Je n'en voudrais pour preuve qu'un seul exemple. La gratuité des frais de scolarisation, de la scolarisation qu'on a décrétée. Est-ce que, d'abord, on a bien étudié les conséquences de cette décision en termes de manque de ressources dont les responsables d'établissements avaient besoin, utilisaient pour faire face à des besoins? Est-ce que on s'est vraiment assuré que cette gratuité est effective? Le régime peut dire aujourd'hui, la main sur le cœur, qu'il a rendu dans les établissements publics cette année la scolarisation gratuite. Mais non, la réponse est non. Les parents n'ont jamais autant payé que cette année. Ils n'ont jamais autant payé que cette année. Ce n'est qu'un exemple. Le Wezou, avant le Wezou, il y avait la césarienne, la karma et autres. C'est en faveur mais regardez, quelle effectivité! Si c'était vraiment effectif, est-ce que nous aurions enregistré? Et c'est comme si la nature voulait mettre à nu ce régime-là. C'est au moment où on décrète, on met en place ces subterfuges-là, que par malchance, certaines de nos filles, de nos sœurs perdent la vie en allant donner la vie. Et ce n'est pas normal. Et puis, est-ce que le régime ne sait pas qu'avant que ce genre de programme-là puisse fonctionner, il faut déjà les conditions de base en termes de capacité des infrastructures sanitaires. Vous avez un plateau qui est totalement pauvre et vous prétendez prendre des mesures qui sont censées empêcher les femmes de mourir quand elles vont donner la vie. Ce n'est pas sérieux. Donc, sur tous ces sujets, il fallait qu'on prenne position. Ce ne sont là que des exemples que j'ai donnés. Et sur le plan politique, on peut s'inquiéter.
de la tendance que nous observons, de ce que nous avons observé. Est-ce que aujourd'hui, le régime, au lieu de se dire, nous sommes quand même tous engagés dans une société qui est censée être démocratique. Il y a un certain nombre de valeurs que je dois respecter. Et au lieu de chercher les voies et moyens pour les respecter, non, il utilise toute son énergie à trouver des moyens pour se trouver des alliés qui vont le protéger, qui vont le couvrir. C'est pour ça que vous dénoncez les relations entre le Togo et la Turquie. Dans les violations des droits de l'homme, qui ne seront pas exigeants, qui ne seront pas regardants. Est-ce que c'est comme ça qu'on gouverne un pays qu'on aime? Et quand on n'aime pas un pays, désolé, il ne faut pas tenir à le gouverner. Vaille que vaille. Monsieur Naboudia, cette rentrée politique, on l'a appris, vous a consacré en tant que porte-parole de la DMK. Qu'est-ce qui va changer après cette rentrée politique? Vous allez continuer par revendiquer la victoire du 22 février 2020, votre candidat Gabriel Agbembe Kodjo toujours? Oui, je voudrais aussi vous renvoyer un peu la même question. Est-ce que vous serez fier qu'aujourd'hui la DMK renonce à cette revendication, étant donné que la majorité des Togolais ont porté leur voix sur la DMK? Qu'est-ce que les Togolais diront? Qu'on les a trahis? Les Togolais diront qu'on les a trahis. Nous avons été mandatés par le peuple. Le RPT Unir même le sait. Nous, on ne trahit pas. Nous luttons sur la foi, sur la base de la foi. Et quand on croit à la foi, comme on le dit si bien, le miracle est fille de la foi. Nous sommes fondés sur la foi. Nous ne souhaiterons pas trahir le peuple togolais. Nous avons dit plus jamais d'élections volées sur la terre de nos aïeux. D'où la nécessité de poursuivre ce combat. Donc, inlassablement, courageusement, la DMK ne va jamais renoncer à cette revendication. Parce que ça va dans l'intérêt supérieur de tous les Togolais. Nous voulons que celui qui gagne légitimement gouverne. Et nous tous ensemble, on va l'accompagner. Vous pensez que c'est une fierté pour nous, aujourd'hui, de se vertueux, de se battre pour réclamer cette victoire volée? Si les conditions étaient réunies, le meilleur avait gagné, tous les Togolais devaient s'investir. Et durant 5 ans, nous allons l'accompagner. Qu'est-ce qui pousse le régime à paniquer? Quand on n'a pas la légitimité, on tremble. Quand on n'a pas la légitimité, on prend des dispositions qui sont contre son peuple. Et c'est ce que nous vivons. S'il vous plaît, la DMK ira jusqu'au bout de sa revendication. Et au-delà, parce que la grande sœur, pour ajouter un grain de sel par rapport à ses propos, le problème majeur du Togo, c'est le mauvais fonctionnement des institutions. La politique a le primant sur toute chose, comme le dit si bien Aristote. Quand la politique n'est pas bonne, rien de bon ne peut se faire dans le pays. C'est ça qui impacte négativement. Que ce soit sur le plan social, sur le plan économique, dans tous les domaines, ce qui nous embête, c'est parce que ceux qui nous gouvernent, en réalité, n'ont pas l'onction du peuple. Ils le savent. Je donne un exemple patent. 7 candidats qui ont postulé, qui ont participé à ces élections, et déjà la soirée du 22 février 2020, on encercle la maison de son excellence Agbembe Kodjo, celle de Monseigneur Kodjo. Sur 7 candidats, on choisit encercler la maison d'un seul candidat. S'il vous plaît, quand RFI interpelle le ministre Yark, il dit que c'est pour le protéger. Pourquoi est-ce qu'on protège un criminel? On ne protège pas un criminel, on protège un homme d'État. Après une élection, on choisit d'aller encercler, envoyer les militaires. Tous les leaders des partis politiques, dans leur déclaration, ont annoncé qu'il fallait respecter la vérité des urnes. Je donne l'exemple du PSR, qui dit que vu les tendances, l'alternance est irréfutable, irrévocable. Donc aujourd'hui, vous réclamez cette victoire. Vous avez aussi parlé de mobilisation, revoir la stratégie de communication. En tant que porte-parole, ça veut dire que vous avez une nouvelle responsabilité. Voilà, la question est très pertinente. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Je rappelle ceci. La DMK est fondée sur quoi? C'est un mouvement citoyen. Et nous avons besoin de tout le monde. C'est un mouvement citoyen. Nous sommes ouverts à tout le monde. Parce que nous savons que c'est la philosophie de Monseigneur Kodjo. Mettons-nous ensemble pour que le Togo redevienne un État normal. Une dictature vieille de 54 ans, 55 ans, ce n'est pas l'affaire d'un seul individu. Ce n'est pas l'affaire d'un seul parti politique. Donc nous avons obligation
de rassembler au maximum. Et surtout, ceux qui ont à cœur la défense de l'intérêt général. La DMK ne va ménager aucun effort. Nous allons prendre notre bâton de pèlerin. Est-ce dire que vous allez recevoir encore d'autres partis politiques, d'autres organisations? Nous le ferons. Nous le ferons pour le bien des Togolais. La DMK ne lutte pas pour elle seule. Nous luttons pour l'intérêt général de tous les Togolais. Nous luttons pour l'intérêt général de tous les Togolais. Nous irons et vers les partis politiques, nous irons et vers les mouvements des mouvements et associations de la société civile. Et vers la diaspora. C'est l'affaire de tous. La démocratie est là pour ça. Nous irons vers tout le monde. Parce que la situation prend des proportions inquiétantes. Et pour reprendre les termes du G5, une grave crise socio-politique que traverse notre pays. D'où la nécessité de se fédérer. Nous ferons ce travail. Nous ferons cette violence. Nous accepterons toutes les humiliations pour le bien de tous les Togolais. Je profite en tant que porte-parole de la DMK dire aux uns aux autres que personne ne doit dormir quand le Togo est encore dans ces conditions. Ce qui se passe et qui arrive aux Togolais, ça peut arriver à tout le monde. Et personne parmi nous n'est en sécurité. Personne n'est en sécurité. Ceux qui continuent d'évoquer, de poser des conditions, je leur dis que c'est l'intérêt du peuple. C'est l'intérêt du peuple d'abord. Oublions un temps soit peu nos partis politiques. Le reste, on va résoudre après. La situation est extrêmement grave. Quand on ne peut plus dormir dans sa propre maison en sécurité, quand nos parents meurent de faim, quand l'avenir des enfants est bafoué, ce n'est plus l'affaire d'un seul individu. La DMK fera tout ce qui est de son pouvoir pour que le Togo retrouve sa vraie vision, comme on l'avait si bien dit, des Monster Colonies. Nous étions hier Monster Colonies. À l'époque coloniale et aujourd'hui, nous sommes devenus les derniers dans la sous-région, presque dans tous les domaines. On va poursuivre cette édition, mais en attendant, on va quand même retourner de l'autre côté de la baie vitrée pour écouter la synthèse de l'actualité de cette semaine. Une synthèse présentée ici par Hervé Essay. Le président Faure Gnassingbé a opéré un changement au sein de l'appareil judiciaire de son pays. Par un décret portant nomination des magistrats, Faure Gnassingbé a nommé un nouveau procureur de la République près le tribunal de première instance de Lomé, en la personne de Talaka Mawana, ancien directeur de cabinet du ministre de la Justice. L'ancien procureur de la République près le tribunal de Lomé et Solissam Poyodi devient procureur général près la cour d'appel de Lomé. Le procureur Garba Nyambi Kodjo devient pour sa part avocat général du parquet près la cour suprême. Il exercera ce poste avec Balakiem Faouyonou qui était jusqu'ici directrice générale du centre de formation des professionnels judiciaires. La Fédération des syndicats de l'éducation nationale FESEN a appelé vendredi les enseignants à une cessation de travail de 48 heures les 3 et 4 novembre dernier. La FESEN, par cette grève, reproche au gouvernement sa mauvaise foi en ce qui concerne les différentes promesses faites aux enseignants, surtout sur les primes de gratification exceptionnelles. Moussime Senon, secrétaire général de la FESEN. En 2018, nous avons tous été signataires du protocole d'accord qui a fait l'objet de relecture en 2020 et toiletté, où il nous a été dit que le gouvernement face au coronavirus, etc., n'a plus rien. Aujourd'hui, à ce jour dont je vous parle, qu'est-ce qu'on a servi aux enseignants? On a servi aux enseignants des devoirs, c'est-à-dire les heures de travail ont augmenté substantiellement. Certains sont obligés même d'être à cheval entre 3 classes. Et celui-là est en même temps directeur d'école. Il va travailler dans l'administration, il travaille en C1, il travaille au CP2 et CP1. C'est ça la nouvelle école. En dehors de ça, il n'y a aucune mesure financière qui puisse aider les enseignants à faire leur travail. Tout ça là, contre 0 francs pour l'enseignant. Cette grève qui n'a pas du tout plu au ministre de la fonction publique Gilbert Bahara mardi a demandé aux enseignants grévistes d'éviter de poser des actes préjudiciables à leur devenir tout en les invitant à aller lire l'article 234 du Code de travail. Gilbert Bahara, malgré cette réaction, la grève a bel et bien eu lieu avec succès selon la FESEN et les conséquences. Monsieur Onsime n'est plus et ne peut plus être un interlocuteur valable et légitime du gouvernement. Je crois qu'il faut lire attentivement le nouveau Code du travail. Il y a 3 ou 4 catégories d'acteurs ou de personnages qui prétendent vouloir aider les enseignants, mais qui sont en train de les conduire dans un précipice
est dans une voie dangereuse. Nous sommes constamment en contact, en dialogue, en discussion avec les organisations syndicales. Et naturellement, je voudrais vraiment attirer l'attention parce que les dispositions les plus exigeantes et les plus fermes seront prises. Dans une note en date du jeudi 4 novembre, le ministre des Enseignements primaires et secondaires, professeur Doji Kokoroko, a mis fin aux fonctions de 1192 directeurs d'établissements de préscolaire et primaire publics. Ces enseignants sont remis à la disposition de leur direction régionale de l'éducation respective pour être redéployés en qualité de chargé de classe dans une école primaire publique. La question éducative est un bien trop précieux pour être laissé aux amateurs et à tous ceux qui se livrent à des conclusions hâtives et circonstanciées sur fond d'émotion. De quoi s'agit-il? Le gouvernement avait signé avec les syndicats et de façon assez responsable un protocole d'accord. Ce protocole d'accord a fait l'objet d'interprétations erronées, variées de certains syndicats. Il faut distinguer ici entre les enseignants et les chefs d'établissement. Quand des chefs d'établissement se permettent de se mettre en grève de façon illégale, vous voudrez concrètement quoi? Que je continue par dialoguer avec eux? Il y a deux conséquences majeures à tirer de cette grève illégale. D'abord, les conséquences attachées à la grève illégale seront appliquées. Et ça, on n'a pas encore à toucher à ce point. Et de l'autre, en tant que chef de service, ils doivent respecter un certain nombre de principes, lesquels ont été méconnus en substance. Et c'est ces principes méconnus qui leur valent leur destitution. Donc, ils restent toujours enseignants, ils sont renvoyés à la craie. Maintenant, le reste de la procédure suit son cours normal et les jours à venir nous apporteront davantage d'éléments. Et puis, l'institution de régulation des médias que dirige Telou Pitalulani a sanctionné pour 2 mois le bimensuel L'ancien Symphonie. Cette sanction vient après audition ce mercredi du directeur de publication Yves Gallet sur le contenu de l'article publié le 28 octobre dernier intitulé « Suspension des gardiens incompétence, vice de forme, abus de pouvoir, violation des droits fondamentaux du mis en cause, la hack, la force, le zèle érigé en droit ». Cet article qualifié de faute professionnelle est donc sanctionné par l'article 159 du Code de la presse et de la communication. Merci Hervé, c'est pour la synthèse de l'actualité de la semaine. On note que 1192 directeurs d'école sont renvoyés à la crèche selon le ministre Kokoroko pour avoir respecté une grève dite illégale lancée par la FESIN les 3 et 4 novembre. Mais avant de prononcer sur le sujet, Madame Adamabo, on va parler un peu du ménage que fait le chef de l'État dans l'appareil judiciaire. On l'a appris, le procureur de la République Blaise Poyodi, sont les hommes nommés procureur général près la Cour d'appel de Lomé, M. Mawana Talaka, précédemment directeur de cabinet du ministre de la Justice, est nommé actuellement nouveau procureur de la République du parquet de première instance de Lomé. Une réaction, Mme Ademagbo, sur ces changements intervenus dans l'appareil judiciaire. Je constate que ces changements interviennent dans un contexte où le président de la Cour suprême avait déjà dénoncé un certain nombre d'abus, d'anomalies au sein du système judiciaire et qui contribuent à faire en sorte que les Togolais aujourd'hui ne font plus confiance à notre justice. On a tous été choqués par ces affaires dans le domaine foncier où on a voulu Manu Militari faire déménager un village entier au nom de la propriété privée consacrée d'un individu. De telles aberrations ne peuvent naturellement être acceptées et je crois que c'est une bonne chose que le président de la Cour suprême ait mis le doigt là-dessus. Mais les gens attendent des mesures qui donnent la garantie qu'on a réglé le mal en profondeur. Est-ce que les juges qui se livrent à ce genre de pratiques, est-ce qu'ils ont été véritablement sanctionnés? On n'en sait rien. Le changement qui intervient maintenant, il est guidé par quelle logique? Moi, je ne veux pas commencer à applaudir parce que
nous savons très bien que autant que la corruption des juges, des fonctionnaires du système judiciaire, il y a aussi la subordination et l'instrumentalisation de ce système par les politiques qui contribuent à faire en sorte que notre système judiciaire ne soit plus du tout crédible aujourd'hui. Mais ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Ce n'est pas pour corriger ces dysfonctionnements que le chef de l'État est en train quand même de nettoyer les choses. Ben, on demande à voir. On demande à voir. Et ce qui se passe en ce moment avec l'enlèvement du camarade Jean-Paul Omolou montre que, en réalité, encore une fois, on est en train de mettre du vernis pour tromper, pour faire croire que on règle les problèmes de fond de la justice togolaise. On sait que cette justice-là reste au bottes, reste subordonnée aux tenants de ce régime. On le sait. Monsieur Naboudi, apparemment, c'est comme si ces changements au niveau de la justice ne vous disent rien au niveau de la DMK. La justice togolaise, ce n'est pas le changement d'individu. Ce n'est pas le changement d'individu. Le rapprochement qui vient de se faire par rapport à la grande sœur Adiamagbo. Aussitôt qu'on change les individus, quelques jours après, on embarque un individu, on braque un individu. Le juge qu'on vient de nommer en tant que procureur de la République dit quoi? C'est comme ça la procédure normale de la justice. C'est-à-dire le système est pourri. Il faut appeler les choses par leur nom. Le Togo a raté beaucoup de choses. Quand je reviens sur la séparation des pouvoirs de Montesquieu, la séparation des pouvoirs, ça n'existe pas. Le juge est soumis à la volonté de l'exécutif. Le juge est soumis à la volonté du législatif. Et finalement, il a les mains liées. Le juge fait la campagne pour un parti politique. En quoi il peut trancher? Il peut dire le droit. L'impartialité de la justice. Poyodi, qui aujourd'hui, dans l'histoire des incendies des marchés, a brillé. Un vaste réseau de criminels. Je me rappelle si bien, le 7 mars 2013, j'étais en prison. C'est un vaste réseau de criminels avec des indices graves et concordants. Ça voudrait dire qu'il avait des preuves. À la fin, le rapport des experts français dit quoi? Que c'est avec du kérosène. Tous les opposants qui étaient arrêtés, personne n'était à la disposition du kérosène. S'il vous plaît, on ne pouvait pas laisser Poyodi partir. Du moment où on n'a pas trouvé de solution par rapport à ces crimes pour lesquels il a brillé par une certaine partialité. La sœur ici, avec la grande sœur Adiamagbo, Gérard Diossou, beaucoup de camarades qui ont subi le même sort tragique. Quand il dit que la DMK préparait une déstabilisation de l'État à travers plan A, plan B, plan C. Il est sorti sur la TVT faire sa gymnastique. Mais à ce jour, il est parti calmement comme si rien n'y était. Les crimes les plus aberrants, aujourd'hui, lettre morte. S'il vous plaît, le changement d'individu à la tête de la justice togolaise, ce n'est pas ça la panacée, ce n'est pas ça la solution. Si les mêmes personnes sont toujours au sommet de l'État, c'est que rien de bon ne se fera. De toutes les façons, qu'ils me prouvent le contraire. Qu'ils me prouvent le contraire. Mais le fait qu'ils viennent encore arrêter Paul Omolou, juste au lendemain de cette mutation, de cette mue, ça prouve à suffisance qu'il n'y a rien de bon à attendre. Et nous sommes tous concernés parce que la souffrance des Togolais vient la plupart de la justice. Quand le gendarme m'arrête, quand le policier m'arrête, si le juge n'autorise pas, comme en prison, je vous dis, sans preuve malheureusement, sans preuve, on te jette en prison. C'est quand on arrête le Togolais, on commence pas à chercher des preuves. C'est ça la justice. L'état de nature. La suite de ce débat avec les membres de la dynamique Monseigneur Opodjoro, Madame Brigitte Kafi Adiamagbo Johnson, la coordinatrice générale, et Naboudia Bouraïma, le porte-parole de la DMK. On le disait tantôt que 1192 directeurs d'écoles primaires relevés de leurs fonctions pour n'avoir pas établi la liste des grévistes des 3 et 4 novembre dernier. Une grève lancée par la FESEN. On a suivi la réaction aussi du ministre professeur Dodi Kokoro
beaucoup d'enseignements primaires et secondaires qui jugent illégal et aussi de mauvaise foi les acteurs de ce mouvement. Naboudia, vous êtes enseignant de formation. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore besoin d'aller en grève dans cette situation? S'il vous plaît, d'abord, je voudrais revenir. Je suis enseignant, en réalité, c'est mon statut d'enseignant. Personne ne peut me le refuser. Oui. Mais jusqu'au moment où je parle, ça fait 4 ans, 4 affectations. Et aujourd'hui, éloigné des classes, des salles de classe, injustement, arbitrairement. Je fais 4 ans à Lomé, qu'on me trimballe de direction en direction. Et l'année passée, le 2 novembre passé, on m'a mis à la disposition de la fonction publique. Tenez-vous bien, durant 4 ans, on m'a utilisé seulement qu'une seule fois. Le 4, le 5, le 6, le 7 mars 2020, on m'a amené pour un atelier à Tapamé. Après ça, c'est fini. C'est fini. Vous me permettez, ce n'est pas le 2020, c'est 2018. Vous m'excusez, en ce moment, j'étais à la DSRP, la Direction des statistiques et de la planification. Donc, durant 4 ans, je suis assis dans un bureau comme ça, comme un prisonnier. Je reviens à votre question, s'il vous plaît. Quand on prend un engagement, il faut l'assumer. J'étais en 2017 à Mango, au lycée technique de Mango. Quand le fameux protocole d'accord est tombé dans la soirée, le 19 avril 2017, mettant fin à la grève, les enseignants ont accepté cette décision qui était contre la base, la volonté de la base. Mais nous avons dit par le souci de sauver l'année scolaire, nous avons accepté cette décision qui avait été prise sans concertation de la base par la C7, la coordination des enseignants, du syndicat des enseignants du Togo. Piloté par Atou Atia, qui est toujours à la tête de cette coordination. 19 avril 2017, jusqu'à ce jour. Et entre-temps, l'année passée, ils ont dit non, ils changent le protocole d'accord, qu'il faut revoir son contenu, ce qui a conduit à ce qu'ils appellent la gratification exceptionnelle, qui devait prendre effet à partir de janvier 2021. S'il vous plaît, tenez-vous bien, aujourd'hui nous sommes en novembre 2021. La crise sanitaire est passée par là, M. Naboudia. S'il vous plaît, c'est quoi la crise sanitaire? Quand les gens continuent de vivre mieux, les gens vivent mieux maintenant même qu'auparavant. Nous connaissons les réalisations des individus dans ce pays. Quand on a parlé du dossier de Adiakele avec 500 milliards détournés, on a fait quoi? Il y a de l'argent au Togo. Même en pleine crise, le Togo regorge assez de moyens. Même s'il n'y en avait pas les moyens. Est-ce que c'est par ces méthodes qu'il faut procéder pour convaincre les gens? S'il vous plaît, les enseignants ne sont pas des enfants. Ils ont besoin qu'on les rassure à travers des démarches cohérentes, raisonnables, pour apaiser les cœurs des uns et des autres. S'il vous plaît, tout ce qu'on fait aux enseignants, du jamais vu. Les brimades contre les syndicalistes. Quand le 7, le syndicat des enseignants devait naître. Mais pour certains aujourd'hui, l'enseignant togolais ne doit pas se plaindre de ses conditions de vie. Aujourd'hui, les choses vont... S'il vous plaît, changer en quoi? Moi, j'ai pris fonction le 4 janvier 2010, vous me permettez? Mon salaire de base, c'était 103 000, avec niveau maîtrise. 103 000. Aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, cadre A1 avec maîtrise, c'est 150 000. Ça veut dire que c'est 47 000 qu'on a ajouté durant 10 ans. S'il vous plaît, je compare cela avec le salaire de l'enseignant ivoirien. D'abord, primaire avec le bac, il a 390 000 contre le Togolais qui a 115 000. Vous me comprenez? Le Togolais avec la licence enseignant, 130 000. Avec maîtrise, 150 000. Prime de logement pour l'enseignant togolais. S'il vous plaît, c'est révoltant. Vous nous poussez à dire des choses que les gens ne maîtrisent pas, que le peuple togolais ne maîtrise pas. Un maîtrisard et quelqu'un qui a la licence, on dit que ça, il a prime de logement. Valable seulement que pour 4 ans. Si tu es à l'intérieur du pays. 4 ans. Si tu es à Lomé, c'est valable pour 2 ans. 8 000. La prime de logement. Ceux qui ont le bac n'ont même pas prime de logement. Qu'ils dorment à la belle étoile avec leur femme ou ça ne préoccupe pas l'employeur. On les a abandonnés. Pourtant, c'est les enseignants du primaire qui sont dans toutes les fermes de ce pays. Oui. Il y a des endroits même difficiles d'accès. Les gens sont obligés même de laisser leur moto pour marcher à pied, pour aller dans leurs écoles, avec le souci majeur de servir l'État. C'est de cette manière qu'on peut les récompenser.
S'il vous plaît, la prime de logement, je compare, puisque nos dirigeants aiment comparer. Quand ils oublient parfois que comparaison n'est pas raison. Le Burkina, la prime de logement, elle est à 9300. La prime de logement. Dans le code du travail, la prime de logement, elle est obligatoire pour toute la durée de la fonction de l'agent de l'État. Au Sénégal, elle était à 60 000. Aujourd'hui, elle est revue à la hausse avec 100 000 comme prime de logement. S'il vous plaît, comment un enseignant va partager sa piole, sa chambre salon avec ses enfants? Où se trouve sa dignité? Et en dehors de ça, ce que nous avons vu, que 1192 directeurs dénis, ils ont perdu leur statut de directeur. Qui viendra prendre ce poste? Qui viendra? C'est-à-dire, quel est le climat qu'on va créer entre l'ancien directeur et le nouveau directeur? Et entre ses collaborateurs? Les gens n'ont pas réfléchi à ça. Nous sommes des Africains. Il y a des relations sociétales qu'il ne faut pas négliger. Quand nous sommes sur le terrain, nous vivons comme des frères et des sœurs. On crée des aigris. Et à partir de là, la collaboration ne va plus fonctionner. Elle ne va plus fonctionner. Et ça empathie, ça tombe sur les enfants. Quand le directeur et ses collaborateurs ne s'entendent pas, oui, c'est que le système, tout le système est remis en cause. Ils n'ont pas pensé à ça. C'est des conséquences graves qu'on n'a jamais vues. Si j'étais à la place de M. Kokorko, ce problème, on peut le résoudre en une journée. Ils ont évoqué le problème de déficit des finances. S'il vous plaît, si réellement c'est avéré, c'est-à-dire l'homme comprend. Si on le prend, on le met à sa place. S'il vous plaît, effectivement, on avait pris des engagements. Mais on ne peut pas... compte tenu de la situation socio-économique, de cette crise que nous traversons, pour le moment, nous ne sommes pas à mesure de satisfaire vos doléances, vos revendications. Mais voilà ce que nous pouvons faire. Mais ne pas le respecter, ses propres engagements. Ils reviennent dire que c'était des promesses. Suite à quoi ils ont pris des promesses, ils ont fait des promesses. C'est parce qu'il y avait une crise. Ils n'ont pas fait des promesses au hasard. C'est sous l'effet de la pression. L'État l'a dit qu'il n'a pas rompu quand même les discussions avec les centrales syndicales, sauf qu'au niveau de la FEDEN, c'est comme le message a du mal à passer. Madame Adiamagbo, aujourd'hui, est-ce qu'on peut éviter cette situation? Là où on est aujourd'hui avec le relèvement de ces plus de 1000 directeurs d'école. Est-ce qu'on peut l'éviter? Moi, je pense qu'on peut l'éviter. Il faut que le régime revienne à la raison et qu'il revienne sur toutes ces décisions malheureuses qui ont été prises. Moi, je n'ai jamais vu... Je ne savais pas quoi penser quand j'ai vu que on licencie, on démissionne en pleine année scolaire. Toute cette masse-là de responsables qui sont censés gérer les établissements scolaires, je me dis, mais c'est de l'irresponsabilité. On prend un gros risque de bouleverser et de mettre sens dessus, dessous tout le système. Et je comprends aussi que, au fond, ce régime n'a pas une culture de démocratie, n'a pas une culture de dialogue. Ils viennent de montrer encore une fois que pour eux, là, on peut tout régler. Tout régler par les menaces, par la force, par la ruse. On peut mépriser, on peut écraser. De toute façon, on a des moutons en face de soi qui ne pourront rien faire. Rien. Et on a demandé à ces responsables de fournir la liste des grévistes, ce qu'ils n'ont pas fait. Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison de ne plus fournir ces listes? Ils ont leur âme et conscience. Avant d'être responsables, ils sont des enseignants. Ils font partie du corps. Ils vivent les mêmes problèmes que les autres. Et donc, je pense que ce n'est pas... On ne peut vraiment régler ce problème en disant la loi, c'est la loi. On applique la loi. Ils sont en train d'allumer un feu. Le feu est déjà
allumé. Et les conseils que nous donnons, c'est qu'il faut l'éteindre. En faisant quoi? Il faut revenir sur les décisions qu'on a prises et qui ne sont pas de bonnes décisions. C'est des décisions imprudentes. C'est des décisions qui méprisent les enseignants. Et pour finir, la réflexion que je me suis faite, c'est que bon, au fond, ce régime, il est ce qu'il est. Il utilise exactement les mêmes méthodes que celles qu'il utilise en politique. Vous prenez des engagements et puis vous prenez ces engagements parce que vous êtes coincé. Mais au moment où vous les preniez, vous saviez très bien que vous n'allez pas les respecter. Et vous faites tout pour ne pas les respecter. Est-ce qu'on ne nous a pas dit, dans ce pays-là, le régime a eu le courage de demander à un de ses tenants de déclarer haut et fort qu'un accord politique important qu'on a signé, comme l'APG de 2006, plus d'une décennie après, ou même 2 décennies, je ne sais même plus en quelle année, on a fait cette déclaration, on déclare gaillardement que cet accord-là, il est caduc désormais. Quand vous discutez avec les gens, si vous avez une parole, vous discutez, vous arrivez à un consensus, tout seul, parce que vous êtes fort, vous vous permettez de dire c'est caduc. Mais ça ne peut pas marcher tout le temps. Ça ne peut pas marcher tout le temps. Et on comprend les enseignants. On a beaucoup d'empathie pour ce mouvement-là. Et nous voulons que, pour une fois, le régime respecte les engagements qu'il a pris. Surtout que, vous voyez, Nabouja l'a dit tantôt, comment voulez-vous pressurer les gens comme ça là? Vous les faites vivre dans la misère et à côté les mêmes personnes qui voient, qui réfléchissent, constatent que vous gaspillez les ressources que vous auriez pu utiliser pour régler leurs problèmes. Attendez, on a beau faire d'un peuple un mouton, ce mouton-là, il finira par se réveiller. Il finira par se réveiller. Et c'est ce qui se passe. Monsieur Nabouja, aujourd'hui, ces directeurs ne sont pas licenciés, ils sont seulement renvoyés à la craie. Qu'est-ce qui change dans leur vie au-delà de cette atmosphère sociale qu'on devait vivre? Ils ont déjà leur salaire. Qu'est-ce qui change dans leur vie? Normalement, ils ne sont plus directeurs. Tu avais fait cas de ce problème. Au-delà de leur statut de directeur qu'ils perdent, quelle sera la collaboration et les conséquences entre les directeurs, les nouveaux directeurs qui seront nommés et les enseignants qui seront sur le terrain. C'est parmi les enseignants qui étaient sur le terrain qu'on prendra 1 ou 2 pour nommer comme étant le nouveau directeur, qui est obligé peut-être, son ancien directeur, celui sous qui il était sous l'autorité, devient celui-là à qui il doit donner des ordres. Vous pensez que ça va passer? Je voudrais rappeler ceci, ceux qui qui font ce jeu-là, qui courent ces risques sans tenir compte des conséquences, des tenants et aboutissants, n'ont pas leurs enfants dans ces écoles. Aucun ministre n'a son enfant dans nos écoles. Ils savent où se trouvent leurs enfants. C'est-à-dire si réellement, nous tous, on avait nos enfants dans ces écoles qui connaissent les plus grandes difficultés de fonctionnement, tenez-vous bien, les directeurs d'école, ils font les pieds et les mains pour faire fonctionner les écoles. C'est-à-dire quand on a dit la gratuité de l'écolage, pour avoir les fonds de roulement, ça traîne, ça tarde. Jusqu'à ce jour, les directeurs là, si aujourd'hui vous leur tendez le micro, ils vous diront s'ils ont pu percevoir ces fonds de roulement et dans quelles conditions. Même malgré ça, ils font des pieds et des mains par souci majeur du respect à notre République. Parce que l'école, ça touche tout le monde. Quand le politique s'invite dans la gestion de l'école, c'est que quelque part, quand on parle de l'éducation, c'est l'avenir d'une nation. Quand le système éducatif est défaillant, ça voudrait dire que l'école, le pays n'a pas d'avenir. Et c'est le cas patent de notre pays.
Le Togo traîne dans tous les domaines parce que le système éducatif est caduque. Il est malade. Tout est refait. Moi, j'attendais que le ministre Kokorko nous dise que durant 1 an et demi où il a pris fonction, voilà le nombre de salles de classe que j'ai pu construire. C'est ça le problème. Karl Marx dit quoi? Que ce sont les conditions de vie qui déterminent les conditions de pensée. Les enfants suivent les cours à même le sol. Plus de 80, 100, 150, 200 élèves dans une salle de classe. C'est ce dossier-là qu'il faut attaquer. Avec toute l'énergie qu'ils utilisent contre les vaillants enseignants, je crois qu'on aurait dû utiliser cette énergie pour résoudre, pour prendre le taureau par les cornes. Leur ennemi, leur adversaire, ce n'est pas les enseignants. Ils se trompent de cible. Ils doivent revenir à de meilleurs sentiments. Parce que je me rappelle en 2013 ce qui s'est passé à Dapaon, quand les élèves sont sortis pour réclamer leurs enseignants. Deux de ces élèves ont perdu la vie et jusqu'à ce jour, les responsabilités n'ont pas été situées. Et ce que nous craignons encore, vous m'excusez monsieur, ce que nous craignons encore, si ce mal n'a pas trouvé de solution idoine, personne ne peut prévoir ce qui peut arriver. Voilà un peu ce que la DMK attire. Nous attirons l'attention de tout le monde. Il faut qu'on trouve des solutions idoines pour nous éviter le pire, parce que les Togolais sont fatigués des problèmes. On va aller avec cette déclaration de Mme Wanana Daboya, le médiateur de la République. Je vais faire ma déclaration des biens au plus tard le 24 janvier 2022. Déclaration faite devant la presse le 29 octobre dernier, ce qui prouve que les choses se précisent pour les déclarations des biens, avoir des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et des agents publics de l'État. Mme Adjamagbo, le Togo, cette déclaration, c'est pour promouvoir la transparence dans l'exercice des fonctions publiques, à garantir l'intégrité et la probité des serviteurs de l'État et prévenir l'enrichissement illicite. Et ce se précise pour la déclaration des biens. Je note déjà tout le temps qu'on a pris pour rendre opérationnelle cette déclaration des biens. Et je note aussi comment on a procédé à des aménagements tels que on ne voit plus aucune transparence dans la chose. Dans les pays véritablement démocratiques, les citoyens peuvent avoir accès à ces informations. La question que je me pose, est-ce que ça va être le cas au Togo? Non, à ce que je sache, par rapport aux aménagements qui ont été faits. Ça va être un peu comme un acte confidentiel. Alors, qui juge à la fin de l'intégrité, de la probité? Qui en juge? Est-ce que les citoyens n'ont pas droit à cette information-là? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit? Ces personnes qui occupent les postes de responsabilité pour lesquels elles sont astreintes à cette déclaration, est-ce qu'elles ne sont pas redevables devant les citoyens? C'est la question que je me pose. Encore une fois, on a pris quelque chose qui est bien dans l'absolu et puis on l'a arrangé, on l'a instrumentalisé de telle sorte que ça ne sert plus à grand-chose. C'est ce que je voudrais dire. Après, Madame le médiateur oral, le chef de l'État, la présidente de l'Assemblée nationale, la chef du gouvernement, et puis ça suivra les membres du gouvernement et autres hauts fonctionnaires de l'État. Donc, juste après le 24 janvier 2022, ces personnages-là vont suivre Madame Wanana Daboya dans ce processus-là, histoire quand même de dire au peuple togolais ce que chaque haut responsable détient comme on va rendre public. Est-ce qu'on va rendre public? Chiche. C'est là que l'institution va retrouver tout son sens. C'est là que ça va retrouver tout son sens. Mais tant que ce sera conçu comme une affaire confidentielle, dans laquelle le citoyen normal n'a aucun droit d'être informé, ça ne sert à rien.
de mon point de vue. Monsieur Naboudia, vous pensez que le Togo doit faire comme ce que font nos amis du Burkina Faso à la prestation de serment de Roch Christian Kaboré? Le jour même, il avait quand même déclaré ses biens au vu aussi de tout le monde. De toutes les façons, je veux voir avant de croire. Je suis Saint Thomas. Je suis Saint Thomas, plus que Saint Thomas. On se connaît dans ce pays-là. On se connaît si bien à tel point que toutes les dispositions prises, le citoyen lambda ne croit plus à ce régime. Quelle déclaration de bien avant la prise de service ou durant? Ils ont, en 2005, Faure est venu au pouvoir avec... Est-ce qu'elle aura le courage nécessaire pour contraindre les gens à dire la vérité, rien que la vérité? C'est eux, la CVJR, je reprends une des parties, qui dit que la condition sine qua non pour réconcilier véritablement les Togolais passe par l'alternance. C'est elle qui pilote en quelque sorte les conclusions de cette CVJR. Et jusqu'à ce jour, lettre morte. Donc, je veux voir... Vous restez Saint Thomas avant de croire. Dernier sujet, Mme Awana Daboya, médiateur de République, elle également, présidente du HCRUN, elle fut ancien président de la Cour de justice de la CEDEAO. Cette Cour vient de rendre une décision en faveur de votre candidat à la dernière présidentielle de 2020, Dr Gabriel Mensah Agbeou-Mekodjo. Et ça réjouit quand même la DMK. Mme Adjamabo, de quoi s'agit-il et pourquoi vous jubilez tant? Nous ne jubilons pas. Nous considérons que nous avançons dans notre lutte, contrairement à ce que d'aucuns ont pu penser de ce qui s'est passé la dernière fois à Abidjan, où la Cour a statué hors siège. Elle s'est prononcée sur d'abord une requête qui demandait à ce que de manière provisoire et en urgence en quelque sorte, la Cour demande à l'État togolais de suspendre la procédure unique qui a été engagée contre le président Agbeou-Mekodjo. Malheureusement, elle s'est prononcée trop tard. On explique que c'est la situation de crise sanitaire qui a entraîné des dysfonctionnements qui font que la Cour n'a pas siégé jusque-là. Alors, il se fait que sur cette requête-là, qui était censée être une requête provisoire pour arrêter, limiter les dégâts, eh bien, elle n'a plus d'objet pratiquement. Donc, on peut comprendre que la Cour ait dit cette requête, elle est rejetée. Une victoire d'État pour vous? Non, ce n'est pas encore une victoire ni un échec. Mais ce qu'il y a, c'est que les avocats de la DMK ont plaidé. Donc la Cour les a entendus. Et en ce qui concerne le fond de la requête, qui est relatif aux nombreuses violations de droits de l'homme qu'on a infligées au président Agbeou-Mekodjo, eh bien, la Cour a dit, le 30 mars prochain, je me prononcerai là-dessus. On peut dire, oh, c'est long le 30 mars. C'est long, mais c'est quand même la justice. Vous ne voulez pas qu'on privilégie ce dossier qui a eu le malheur d'avoir été programmé sur un jour qui s'est révélé férié. C'était le 18. Et donc, on a dû reporter l'examen du dossier à la fin de la session. Et la bonne nouvelle que nous avons... Donc, c'est une bonne nouvelle. La procédure est en cours. Il y a une autre bonne nouvelle. Laquelle? C'est que nous avons réussi à faire accepter la constitution de partie civile de 2 membres de la DMK dans l'affaire Bolloré, le président Agbeou-Mekodjo et moi-même. Nous sommes désormais partie civile dans ce dossier-là qui est pendant devant les juridictions françaises. Et pour rafraîchir la mémoire aux Togolais, c'est un dossier dans lequel c'est une juge étrangère a été tellement choquée que, en âme et conscience, elle a dit non.
cette affaire, ça doit faire l'objet d'un jugement. On ne peut pas juste régler ça avec la procédure de plaider coupable où vous qui êtes en cause, vous dites oui, je reconnais que j'ai mal fait et puis on me demande de payer une certaine somme forfaitaire, l'affaire s'arrête là. La juge a dit non. Ce qui est en jeu, c'est les intérêts de tout un peuple. Donc il faut juger l'affaire et elle a refusé d'entériner cet accord-là. De plaider coupable. Eh bien, nous sommes dans le dossier. Donc, les Togolais doivent voir que le combat que nous menons est difficile, mais nous le menons sur tous les plans. Sur le plan juridique, sur le plan diplomatique, sur le plan de la mobilisation, de la sensibilisation. Nous sommes dans la bonne voie. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Le Togo doit aller vers l'alternance et ça dépend de tous les Togolais qui doivent s'investir avec nous dans cette lutte-là. Avant la conclusion de nos deux invités, on va suivre l'actualité sur le plan international résumé ici par Nike Vigrakou avec la complicité de Haïté Messa. L'actualité internationale de cette semaine est marquée par la 26e conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP26. Une conférence qui se déroule à Glasgow, en Écosse. Plusieurs chefs d'État du monde entier y prennent part, dont les présidents africains. L'objectif cette année est d'atteindre le maintien du réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. Tanguy Gahouma, négociateur en chef du groupe Afrique à la COP26. Cette COP26 a été attendue depuis maintenant 2 ans. Nous avons pris beaucoup de retard et le fait que tous ces chefs d'État se soient exprimés dès le premier jour a donné un élan politique très fort. Donc, nous sommes partis d'une COP qui était technique, donc qui devait finaliser l'accord de Paris, à une COP qui a éminemment changé le scénario politique mondial et qui a donné un signe très fort pour les négociateurs que nous sommes. Il y a un paradigme qu'il faudra évidemment changer. Il faut que les financements et l'action soient en phase avec les annonces qui sont faites et c'est le combat que mène le groupe Afrique depuis l'accord de Paris. À cette conférence jeudi, une quarantaine de chefs d'État ont annoncé abandonner le charbon pour produire leur électricité d'ici à 2040 et 19 pays dont les États-Unis d'Amérique se sont engagés à cesser de financer les énergies fossiles à l'étranger avant fin 2022. Le procès de l'assassinat de Thomas Sankara se poursuit au Burkina Faso. Bossobé Traoré se défend d'être la taupe. Cet ancien membre de la sécurité de Sankara est soupçonné d'être l'informateur de ces assassins. Accusation rejetée par Bossobé. Il affirme de son côté avoir été touché au coude par les tirs du sergent Arozuma Ouedraogo, dit Otis. Selon Bossobé Traoré, l'arme utilisée par Otis le jour du coup d'État était un fusil à pompe. Mais le parquet militaire et les avocats des parties civiles soutiennent le contraire sur la base des résultats de l'expertise balistique effectuée sur les corps. 7 accusés sont déjà passés à la barre sur les 12 poursuivis dans ce dossier d'assassinat. COP26, la première semaine vient d'être bouclée. Reste encore une semaine en Écosse, à Glasgow, avec ce grand rendez-vous planétaire sur le climat. Mais on annonce déjà des manifestations pour les jeunes. Il faut que les dirigeants aillent au concret et laisser place quand même au discours. Naboudia, aujourd'hui, nous sommes confrontés à ces changements climatiques. Et par rapport à Paris ou à Glasgow, on se dit que trop de paroles, il faut aller quand même aux actes. C'est une problématique très préoccupante. Quand on parle de la gestion de la nature, tout le monde est concerné. Puissant ou faible, personne n'est à l'abri. Moi, je reviens un peu sur l'éthique professionnelle qui voudrait que toute l'industrie du monde, toute la gestion de la nature soit fondée sur la raison, sur l'éthique. Mais malheureusement, quand vous prenez les plus grands pollueurs comme la Chine, les États-Unis, l'Inde, ils continuent leur course effrénée vers un développement qui n'a pas de raison. Ce qui veut dire que personne n'est à l'abri. Et nos petits États subissent assez énormément. Et nous remarquons également que dans nos pays aussi, nous ne prenons pas des dispositions qui s'imposent pour que nous puissions nous protéger plus ou moins par rapport à ces dégâts colossaux que les grandes puissances créent et qui retombent sur nous. Moi, par exemple, au Togo, nous ne prenons pas des dispositions qui s'imposent. La nature, le reboisement, en réalité c'est un bon projet quand on dit le 1er juin reboisement.
Mais nous ne prenons pas... Le défi, c'est de planter de plus de planter, milliards de planter. d'ici 10 ans. Oui, il faut créer un système de reboisement digne de ce nom. Des agents de l'État qui seront financés par l'État. Ce n'est pas seulement aller le 1er juin pour le faire. Il faut un service permanent de gestion de la nature. Cette année, on l'a dit que c'est toute l'année qui est réservée à l'opération. Ça continue, s'il vous plaît. Quand vous prenez la nationale numéro 1, vous verrez comment les gens déboisent les arbres. Vous verrez comment les gens font du charbon pour convoyer vers la capitale et les grandes villes. Ça vous dit quelque part qu'il faut revoir comment subventionner, par exemple le gaz. C'est important parce que c'est les zones urbaines qui consomment plus le charbon. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission. Vous m'excusez, rapidement, parce qu'on va donner la parole à Mme Adjamagbo pour sa conclusion. C'était se demander aujourd'hui, est-ce que la DMK est prête à rencontrer le pouvoir pour une accalmie sur le plan politique? Mais l'accalmie arrivera si, et c'est ce que nous souhaitons, le régime comprend enfin que nous devons aller vers l'alternance. Ce sont des aspirations profondes des Togolais. Et ça explique que nous restions fermes sur nos positions. On ne peut pas toujours recommencer à faire les mêmes erreurs. Aujourd'hui, les Togolais ont mûri, ils sont déterminés. Et si nous, politiques, nous baissons les bras, ça ne les arrêtera pas tout de même. Et ce pays, nous avons peur pour ce pays. C'est pour ça que les Togolais, les politiques doivent prendre leurs responsabilités rapidement et donner des garanties d'alternance. L'alternance, maintenant, qu'ils voient que ça y est, cette fois-ci, c'est bon. Naboudia, 30 secondes. Oui, ce que je voudrais dire, les problèmes politiques doivent être résolus par des démarches politiques. Les mesures hitlériennes, machiavéliques, la force brute, les intimidations, ce n'est pas de nature à garantir le vivre ensemble. La DMK demande aux auteurs de ces violations graves des droits des humains d'arrêter cela. Nous n'avons plus un autre pays ailleurs. Le Togo, c'est pour nous tous. Et nous avons obligation de trouver des solutions idoines et durables. Merci beaucoup à vous, messieurs, dames. Naboudia Bouraïma, porte-parole de la dynamique Monseigneur Poudre, Madame Brigitte Kafi Adjamagbo Johnson, la coordinatrice générale de ce regroupement de partis politiques. Merci beaucoup à Ité Messa qui assure la mise en onde. La réaction vidéo, c'est l'affaire de RVC. Prochain rendez-vous de retour, c'est samedi prochain, si peut-être avec Dela Agbo. Bon début de semaine à toutes et à tous.